Non, nous on est des directeurs techniques, du coup on commence à l'heure. Bonjour à tous. Excusez-moi, ça commence bien. Je vous remercie d'être venus ce jour avec nous pour les apports de la numérisation pour les lieux de spectacle et de création. On va commencer par vous présenter l'association DTE. Charles, est-ce que tu veux... Alors, l'association des DTE, c'est une association des directeurs techniques plus orientée événementielle pour l'instant. Donc, ça s'est créé pendant le Covid. On s'est dit, en tout cas, il y a bien sûr un président, un secrétaire général, dont Didier qui est là présent. Et on s'est dit, en tout cas, que on n'était pas très représenté par rapport aux productions, tout ça. Donc, et puis en même temps, on avait envie de communiquer entre nous et de faire des choses ensemble. Du coup, cette association a été créée il y a 4 ans maintenant à peu près. Et on n'est pas loin de 100 aujourd'hui, à 83 exactement, bon, à être des directeurs techniques dans l'événement essentiellement, et avec certains qui ont plus de spécialités dans des domaines que d'autres. Mais voilà, du coup, ça fait un ensemble de pools de connaissances et de compétences. On échange beaucoup. On a des problématiques, des sujets, des WhatsApp, des choses comme ça. Voilà, une belle assemblée générale. Et puis, c'est une association qui marche bien et on accueille chaque année plusieurs nouveaux membres. Voilà. Donc, si ça vous tente de rejoindre l'aventure, faut pas hésiter. Voilà pour les DTE, voilà, direction technique et événementielle. Site internet pour toute inscription. Donc, suite à ça, je vous propose de commencer avec une présentation de nos intervenants, si vous le voulez bien. Guillaume. D'accord, moi, Guillaume Dufis, société Nota Bene 360. Je suis directeur technique événementiel et avec une casquette très spécialisée dans la capture de la réalité, donc numérisation par scanner laser, par drone et en visite 360. Moi, je m'appelle Charles Pavilly, je représente la société Kick-Off Event, qui est un bureau technique de production exécutive et de direction technique en événements. Et on a intégré au moment du Covid tout ce qui est numérisation 3D pour nos propres besoins en premier, et puis ensuite ça s'est un petit peu grossi. Et du coup aujourd'hui on fait ça aussi pour les autres et on commence à avoir une expertise intéressante, surtout ciblée à notre métier. Bonjour à tous, moi je suis Christophe Bréchignac, directeur de production technique en retraite maintenant. Et j'ai pu voir l'évolution du métier, donc je peux analyser avec un peu de recul tout ce que la technologie nous apporte ou peut vous apporter dans le développement et la mise en œuvre et la direction technique. Bonjour à tous, Hugo Sarny, je suis spécialiste en numérisation 3D, donc qui est à la fois le travail qu'on peut avoir sur le terrain et ensuite de retraitement des données. Je viens plus du milieu de l'architecture que de l'événementiel à la base, mais maintenant ça fait quasiment 8 ans que je collabore notamment avec Kick-Off sur tous les projets de numérisation et de modélisation et tous les usages qu'on va découvrir qui peuvent en être issus. Merci beaucoup d'être venus. Nous aurons un 5e intervenant plus tard qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui sera en vidéo. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin de sa vidéo, qui est un peu longue, mais très intéressante, qui s'appelle Fabrice Rodenburger, représentant la région Grand Est. Donc, avant de commencer, pour vous tous, donc vous avez déjà entendu parler des scans 3D des jumeaux numériques, j'imagine ? Oui ? Non, majorité, oui, oui. Voilà, donc on va commencer par le tronc commun, qui est la numérisation 3D. Et je vais laisser particulièrement donc les intervenants s'exprimer là-dessus. Donc en commençant par qu'est-ce que la numérisation 3D ? Et comment, en une phrase simple, comment on passe d'un bâtiment réel à un modèle exploitable ? Allez, vas-y Hugo, je t'en prie, explique. Alors, pour vraiment expliquer les choses le plus simplement possible, quand on va parler de numérisation, ça va vraiment être collecter les données sur le terrain
qui vont nous permettre ensuite de les rendre intelligibles et de les exploiter. Donc ça peut vraiment être comparé à... on scanne une feuille de papier, on recueille des données 2D. Là, c'est la même chose transposée dans la 3D. Donc ça va être mettre en œuvre toutes les technologies pour avoir cette première numérisation qui va se traduire sous la forme d'un nuage de points. Donc il y a un ensemble de points, généralement des millions, voire des centaines de millions de points dans un espace 3D, dans un système référentiel établi. Ok, donc je vais passer à la slide d'après, en panorama des typologies de scanners. Vous voyez ici 4 types de scanners: lidar, statique, dynamique, drone, visite 360. Pour une salle de spectacle classique, laquelle recommanderiez-vous et pourquoi? Quels critères sont décisifs sur les choix? Allez, je vais prendre le petit relais là-dessus. Effectivement, on voit grosso modo 3 technologies ici. Les 2 premiers sont les scanners à laser. Dynamique parce qu'on se promène avec le scanner, ou statique parce que tout simplement le scanner est sur un trépied et on le déplace après chaque numérisation. Donc en fait on se déplace dans la salle et c'est un gros puzzle 3D qu'on finit par faire à la sortie. Donc là c'est vraiment des technologies laser avec une précision qui est propre à la machine. Donc le dynamique sera un tout petit peu moins précis mais plus rapide. Donc le choix de la machine va dépendre de la finalité, de la surface et de la finalité de ce qu'on va chercher à atteindre. Le drone, c'est un complément qui permet d'atteindre des surfaces qu'on ne peut pas atteindre avec les scanners terrestres. Tout simplement tous les toits. Il y a des toits terrasses, mais il y a des toits en pente où il y a des grosses surfaces de terrain, éventuellement pour des extérieurs, où le scanner statique ou dynamique n'est pas forcément le plus justifié. On peut faire des hectares avec un drone. Ça passe par un principe de photogrammétrie qui est transformé, donc prise de photos dans tous les sens, et qui est transformé en nuage de points ou en maillage 3D. Et la dernière, la visite 360, qui est la version la plus grand public, mais qui a le mérite d'exister parce qu'elle permet de faire visiter des sites à distance, de prendre des codes, des mesures et de découvrir des salles sans avoir à y aller. Donc en termes de préparation d'un événement, c'est extrêmement intéressant de pouvoir s'en servir. Les usages sont différents, les machines sont différentes, c'est pour ça qu'à la fin, il est très important de savoir où on veut aller. Ok, merci beaucoup. Donc on va passer au workflow. Workflow d'un relevé 3D. Donc choix du matériel concrètement avant de décider un scanner. Quels critères examinez-vous? La surface, les contraintes du lieu, les budgets? Je continue. Sur le workflow, vous allez pouvoir. Mais ça rejoint la première slide, enfin la slide des machines. Hein, c'est que ce qu'il faut, pour bien comprendre, en fait, c'est qu'il faut analyser la finalité. Quel est le besoin qu'on va avoir? Pourquoi on va s'en servir? Du coup, va forcément découler quelle typologie de machine on va utiliser. Et derrière, le process pour numériser. Évidemment, si c'est par drone, parce que ce sont des grandes surfaces, c'est pour un festival, c'est pour un extérieur, c'est pour des toitures, on va avoir des protocoles qui vont être propres au vol par drone. Si c'est du scanner laser, on va avoir certaines contraintes liées au scanner laser, espace occupé, non occupé, accessible, des choses comme ça. Et si c'est de la visite 360, encore une fois, il faut que la salle soit propre si on veut pouvoir la montrer. Donc il faut que la salle soit prête, là où le relevé par scanner laser, lui, ne nécessite pas nécessairement ça. On peut faire du nettoyage, c'est plus technique. Donc en fonction de la finalité, évidemment, on va avoir différentes typologies de workflow qui sont détaillées un peu dans les slides d'après, si vous voulez prendre le relais. Tout à fait, donc je passe à la slide d'après. Relevé terrain. Donc voilà, pour vous présenter un petit peu en fait tout simplement les contraintes qu'on a sur place, quand par exemple là on utilise un scanner laser terrestre, tout simplement il va prendre en 3D et en photo tout ce qu'il a dans son champ de vision. Donc l'enjeu ça va être de balayer tout l'espace à numériser, de faire en sorte d'éviter les zones d'ombre. Donc c'est pour ça aussi que c'est important que l'espace soit au maximum on va dire propre et dégagé pour qu'on puisse optimiser le temps qu'on va passer sur place. Donc là, c'est vraiment cette étape de collecte de données, en fait. Ensuite, il va y avoir une deuxième étape, donc au bureau d'assemblage du nuage de points, éventuellement d'intégration aussi du géoréférencement si on veut avoir un relevé géoréférencé, ce qui peut être intéressant pour ensuite collaborer avec tout un tas de partenaires dans un système vraiment déterminé. Et donc, on va assembler ces données brutes en un nuage de points global.
On va aussi pouvoir le nettoyer éventuellement pour le rendre plus digeste et présentable, parce que c'est vrai que c'est des formats de fichiers qui sont par défaut, on va dire, très lourds et pas vraiment. C'est pas un format intelligent en fait, c'est vraiment de la donnée brute 3D non structurée qu'on va ensuite devoir mettre. On va devoir ensuite la retravailler pour vraiment la rendre intelligible en fait. C'est un peu ça le. Ok, juste une petite question en termes de temps, justement. Combien de temps faut-il pour scanner une salle de 500 places pour avoir des données exploitables, par exemple? Ça peut aller très vite. En fait, le plus que la surface, le facteur qui va être déterminant dans le temps de scan, ça va plus être le cloisonnement. Donc, par exemple, en espace complètement ouvert, même d'environ 500 places, il peut très bien être scanné en moins de 2 heures. Voilà, avec un petit temps ensuite d'assemblage et de nettoyage au bureau, quoi. Mais sur le terrain, en fait, on peut déjà scanner des espaces assez grands très rapidement. Et une petite précision, ça peut peut-être répondre, même si c'est pas à prendre à la lettre, un scanner terrestre a en moyenne en portée, en rayon, une soixantaine à centaine de mètres. Donc typiquement, on se met au milieu d'un stade, on fait une station de scan, on sait que le scan aura déjà vu un peu tout l'ensemble. Évidemment, on ne va pas scanner un stade en une station, parce qu'il ne voit pas au travers la matière, donc on va devoir le déplacer. Mais pour vous dire que la portée est très importante, donc finalement, effectivement, la notion de surface est tout à fait... C'est pas la portée qui est limitante, mais c'est la complexité de la du salle site. elle-même. Okay. Tout à fait. Ok. Et on essaye au maximum d'éviter les zones d'ombre, c'est-à-dire que en fait, il faut le voir un peu comme un appareil photo. Donc, si je prends la photo devant moi là, de cette chaise, je ne verrai pas le dossier. Donc, il nous faut plusieurs points dans la salle pour voir le dossier. Et dans une salle de spectacle, parfois, il y a aussi les cintres. Donc, ça veut dire qu'il faut aller se balader un petit peu en hauteur si on veut essayer d'avoir des points de vue et capter toute la machinerie, par exemple. Voilà, donc c'est ça qui peut parfois augmenter un peu le temps. Ok, ce qui nous amène à un point très important, comme c'est écrit. Donc le nuage de points n'est pas un modèle 3D. Donc c'est une distinction importante. Pourquoi insister sur le fait que le nuage de points n'est pas un modèle 3D? Qu'est-ce que cela change dans l'usage? Alors je me permets, je parle beaucoup en ce début. J'insistais sur cette phrase parce qu'il peut y avoir beaucoup de confusion en fait. On est là justement pour en parler. Et je préfère toujours dire des choses qui sont connues plutôt que de passer sur des petites mécompréhensions. Quand on parle de capter une salle, une pièce, de scanner, nous on fait la première étape, c'est le relevé, le nuage de points. Donc c'est ce qui va permettre derrière de faire un plan 2D, de faire un plan 3D. Mais le nuage de points n'est pas un plan en tant que soi, c'est le relevé de la réalité, la réalité de la capture de la réalité. C'est quand même un modèle 3D parce qu'on voit tout ce qu'on a envie de voir en 3D. On sera allé dans les détails, on va pouvoir voir les moulures, on va pouvoir voir les cintres, effectivement, on va pouvoir voir les catwalks, on va pouvoir voir tout ce qu'on veut, les fondations de la salle qui vont être liaisonnées avec le parterre, donc tout ce qu'on veut. Mais ça n'est pas un modèle 3D en tant que tel sur lequel on va pouvoir éventuellement ajouter des choses ou c'est pas le modèle plan fini. Non, c'est un visualisateur. C'est un service, c'est une première étape. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette étape du nuage de points est extrêmement valorisable parce que déjà elle apporte énormément d'informations. C'est-à-dire qu'on est capable de sortir des vues de coupe, on est capable de mesurer tout ce que physiquement on ne sait pas mesurer. On est capable de faire des visites à l'intérieur, dans le nuage de points, comme dans la visite 360. Donc c'est un état, c'est une première étape. Ça n'est pas un modèle surfacique, c'est-à-dire que il ne faut pas s'attendre à la captation 3D d'avoir un modèle 3D à la sortie. C'est un modèle 3D sous forme de nuage de points. Donc il faut bien avoir cette conscience-là que c'est la première étape, qu'elle est exploitable, mais qu'elle ouvre vers d'autres étapes suivant là où on veut aller. Et justement. Passons au workflow technique. Après avoir le nuage de points, quelles sont les étapes suivantes et comment passe-t-on à une exploitation vraiment collaborative? Alors, on vient de voir que le nuage de points, en fait, c'est le prérequis pour avoir toutes les informations.
Ensuite, de ce nuage de points, on peut faire le traitement des données et tout ce qui est exploitation collaborative en premier lieu, par exemple, sur une plateforme web. Donc ça veut dire que ce nuage de points, on peut le mettre dans un lecteur web et le rendre accessible même aux gens qui ne sont pas en fait, techniciens sur l'histoire. Donc là, on va voir un petit film là-dessus. Donc ça, je dirais que la deuxième étape, c'est le lecteur web. Ensuite, on a l'étape d'après qui est celle de commencer à modéliser le nuage de points pour le rendre en fichier 3D. En fait, voilà. Ce qu'on peut dire aussi par rapport au nuage de points, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de soft permettent de lire les nuages de points. Donc ça veut dire que dans Vector, dans AutoCAD, dans SketchUp, dans tout un tas de logiciels de dessin, on peut intégrer les nuages de points de façon native. Et voilà. Et après, il y a quand même plusieurs étapes où on peut le rendre vectoriel. Et pour le rendre vectoriel, il faut passer par des étapes de modélisation. Alors, il y en a plusieurs. Il y a des modélisations informatiques et il y a des modélisations retracées. Donc, c'est le mesh ou le retraçage. Et après, dans le workflow, la finalité, c'est de se servir de toutes ces bases de données. Donc, pour les utilisations, donc soit pour faire de la création, soit pour faire de la vérification aussi. On va avoir des exemples un peu plus loin, mais voilà. Donc tout est basé en fait sur la première étape de collecte qui est le nuage de points. Donc dans un workflow global, on peut avoir seulement ça et puis ensuite décider ce qu'on fait vraiment. Voilà. Ok, je vais passer à... Et aussi, voilà, dans les logiciels, je vois qu'il y avait le logiciel. Aujourd'hui, tous les formats sont compatibles. On arrive à travailler ça dans tous les softs et dans les interchanger, de passer de SketchUp à Vectorworks, de Vectorworks à AutoCAD, de Revit, bon voilà, tout est jouable. Donc il n'y a plus de frein finalement d'outils presque. Petite illustration d'un nuage de points, effectivement, où là on voit un relevé par nuage de points. Donc on est capable d'extraire des tranches, encore une fois, de prendre toutes les codes qu'on veut. Voilà, c'est pas un modèle 3D en tant que tel surfacique, mais le nuage de points est un modèle 3D, mais en nuage de points. C'est-à-dire que si on s'approche, on va finir par voir qu'il y a des points, il est composé de petits points qui sont écartés de X millimètres. Il y a la petite photo en bas à droite qui permet de voir que même si c'est un relevé par scanner laser, on a tout de même les photos 360. Donc ça permet également, même si ce n'est pas une visite 360 en tant que telle, ça permet tout de même de se déplacer de vue 360 en vue 360. Donc on a aussi cette lecture photo qui parfois peut aider à la compréhension d'un site. Je me permets de passer à la prochaine. La petite vidéo sur l'exploitation du nuage de points. Effectivement, donc c'est encore une fois, ça permet d'appuyer ce fait que là, on est sur le nuage de points du parc des expositions d'Angers. On est sur un viewer web, donc là, typiquement, quelle que soit votre machine, vous pouvez lire ça. Il n'y a pas de logiciel à télécharger, il n'y a pas besoin de carte graphique particulière. Et là, hop, on passe dans une petite vue 360. Donc ça, ce sont les sphères 360 que prend le scanner. Chaque bille bleue, c'est une position de scan. Donc on peut se promener de photo en photo à l'intérieur du nuage de points. Là, on est sorti de ces photos, on voit vraiment le nuage de points en tant que tel, et on peut regarder sous différents angles, on peut extraire des boîtes de coupe pour dire « Ok, j'ai envie d'aller voir tel élément, c'est ça qui m'intéresse ». Vous voyez, on est en train de découper à la fois le bâtiment, mais également le parking, donc on peut très bien calculer un dévers d'un parking à partir de ça. On peut afficher les points avec leur colorimétrie capter ou des couleurs qu'on a envie de voir pour mieux voir. On peut regarder en mode rayon X, en plan 2D. Donc là, on est vraiment en vrai 2D. Ça, c'est une colorimétrie par altitude. Donc ça, c'est des paramètres qui sont ajustables sur des boîtes de coupe. Et vous voyez, on est capable d'aller voir des éléments très précis, de mesurer comme on veut d'une ferme à l'autre, de bouger, de bouger ses points d'accroche pour vraiment mesurer. Donc tout ça, c'est exploitable via n'importe quel ordinateur, via un lien partagé sur le web, protégé par mot de passe, accès comme on le souhaite. Donc le nuage de points, encore une fois, peut apporter énormément de réponses sans aller encore à l'étape modélisation. L'étape modélisation, il faut avoir cette nécessité pour dire OK, on peut y aller. Donc ça, c'est une étape importante. Vous voyez, par exemple, on est capable de prendre des cotes que physiquement, on ne sait pas prendre. On est capable de projeter des cotes. Et celles-ci peuvent être visibles également via les photos 360. Donc, ce n'est pas forcément que dans le nuage de points. Faire une petite capture de prise de cote.
Donc quand vous avez ça, voilà, par exemple, les codes qu'on a pris sur le nuage de points sont visibles via la photo 360. Donc si vous devez renseigner sur telle ou telle distance, c'est visible. On peut également importer des modèles 3D dans le nuage de points. Ça permet éventuellement d'importer des scènes, des CTS, et de commencer à regarder comment ça s'intègre dans la réalité. Là, par exemple, on voit qu'avec un CTS de 20 ou 25 mètres, on a un dévers sur le parking. Je sais que c'est un problème qu'ils ont là-bas. Donc on est capable de calculer déjà le premier dévers. Donc de dire, OK, bah voilà, on sait qu'on aura un calage de 90 cm, 1,20 m. Donc intégrer un modèle 3D dans le nuage de points, c'est également faisable. Donc ça veut dire que, je reviens sur ça, le nuage de points est valorisable. Donc c'est une étape qui est importante à bien avoir en tête quand on parlera de coûts, en fait, parce que ça peut être vraiment par strate. Oui, bien sûr. C'est vraiment très important de pouvoir dissocier les deux et de voir que le nuage de points est quelque chose d'opérable immédiatement. Du coup, le partage des relevés en web player, dont on parlait tout de suite. Donc toutes les équipes peuvent y accéder sans compétences en 3D, par exemple. Tout à fait. Via un lien qu'on peut partager dans un groupe, on peut se connecter sur ce même nuage et regarder les mêmes infos. Je trouve ça excellent. Donc passons à la modélisation 2D, 3D. Donc la modélisation, mèche, retraçage, les différentes en LOD. C'était à quel moment du workflow et pourquoi faire? Quelle utilité? Alors, on vient de voir tout ce qu'on peut faire déjà avec un nuage de points, ce qui est colossal. Mais les étapes d'après dans la modélisation, donc on a une première étape qui est le mesh, qui est une modélisation informatique. C'est-à-dire qu'il y a peu de ressources humaines en fait sur le travail. C'est vraiment du travail d'ordinateur et tout ça. On arrive sur des modèles qui sont à la fois texturisés légèrement et qui sont en fait un assemblage de triangles. Voilà, donc entre chaque point, il y a des petits triangles et tout ça. Donc ça fait des modèles assez réalistes qui sont pas très chers, mais par contre qui sont un peu lourds et qui sont pas forcément optimisés. Mais sur des terrains extérieurs et tout ça, ça va très vite. Sur des terrains intérieurs, là, vous voyez, tout dépend ce qu'on veut comme rendu, mais on peut déjà commencer à travailler avec des choses comme ça dans des dessins sans avoir le nuage de points. Deuxième étape, c'est le retraçage. Donc là, ça veut dire qu'à partir du nuage de points, on retrace la géométrie avec un niveau de précision qu'on peut définir. Il y a des standards, l'autre 100, l'autre 200, l'autre 300, avec plus ou moins de détails. Puis après, on peut aller en troisième option encore plus loin sur un travail d'application des textures où on peut être plus ou moins en haute définition et tout ça. Bon, du coup, tout dépend à qui on s'adresse. Par exemple, est-ce qu'on s'adresse à des gens qui veulent faire des images de mode hyper précises en retravaillant en univers 3D? Dans ces cas-là, on applique des textures qui sont un petit peu lourdes. Et voilà. Donc, issu du nuage de points, en retraitement, ça veut dire qu'on a plusieurs étapes et plusieurs niveaux possibles, selon les utilisations. Donc pour arriver à la suivante slide, Charles, j'avais dit ce qui est études et vérifications. Voilà, là toujours avec le nuage de points, en fait, donc sur des retracés rapides, parce qu'on peut très vite sortir des plans 2D, par exemple, et vérifier des implantations. Donc là, il s'agissait, par exemple, de couvrir une cour à Paris, donc soit avec un CTS, ou alors sinon insérer dans la deuxième image qui est un mesh finalement, une couverture de scène et voir comment ça se plaçait et comment ça vivait dans l'univers. Donc études et vérifications, c'est surtout ce qu'on peut commencer à faire du nuage en tout cas du retraçage ou du fichier. Mais on va le voir plus loin dans d'autres exemples aussi. Mais ça veut dire que c'est encore l'étape d'après en fait. Ok, donc je vais passer aux apports de la numérisation 3D, avec quelques notions parmi les très nombreux apports pour la direction des bâtiments, la direction de production et également la direction technique, qui sont trois choses essentielles à distinguer, je pense, chez n'importe quelle salle, comme vous le savez. C'est pourquoi je me suis dit qu'il était assez idéal de pouvoir interpréter en fait cela selon un cercle vertueux et interdépendant. C'est pourquoi je pensais à une vision systémique du plan, en fait, pour que tout le monde puisse profiter des avantages en partant du même nuage de points.
Et à partir de là, pouvoir développer chacun des mannes qui sont intéressantes pour chaque partie, en fait. Du coup, moi, je vous apporte la question de quels sont les bénéfices, en fait, quels bénéfices profitent à toutes les directions en même temps, selon vous, par exemple, en quelques exemples, pour avoir l'anticipation, l'attractivité, la conformité. Ouais. La maîtrise d'un bâtiment, qu'elle soit technique pour un événement, accueillir un événement, qu'elle soit à titre de renseignement pour l'équipe de production qui gère ce bâtiment, qu'elle soit effectivement pour une bonne agrégation de données pour la maintenance et la gestion du bâtiment sur le long cours. Donc la maîtrise d'un bâtiment, parce qu'on va relever, on peut relever juste une cage de scène, comme on peut relever un bâtiment entier de A à Z, de l'extérieur à l'intérieur. Donc en fait, ça va s'adresser à tous ces corps de métier, à ce triangle qui était cher. Qui était cher, avec différentes temporalités. Direction technique, ça va être immédiat. On va l'exploiter et ça va permettre des tas de choses qui seront évoquées. La production pour l'accueil du public également, et puis le bâtiment également. Donc franchement, c'est la maîtrise d'un bâtiment, la connaissance d'un bâtiment. Ouais. Donc la partie 1 que j'ai appelée la direction technique. Partie maîtrise et anticipation technique. Donc en résumé, pour la direction technique, la précision des mesures, l'anticipation des implantations, la prévention des aléas, la sécurité, qu'elle soit interne ou externe, qu'on parle de sécurité ou de sûreté, pour des interventions extérieures. Avoir des plans, c'est extrêmement important. Quel est le gain qui vous paraît le plus impactant dans le quotidien pour la direction technique, selon vous ? Alors... Nous, on est utilisateurs. En fait, cet apport de la 3D, il vient d'un constat. Le constat, il est que souvent, on arrive dans des salles et les plans sont faux. On passe un temps dingue à vérifier les choses. On n'est jamais certain que ce qu'on va monter, ça passe bien. Et du coup, et puis on manque de collaboratif, c'est-à-dire que on peut tous travailler sur quelque chose qui effectivement ne fonctionne pas. Donc le premier rapport dans la direction technique, il est juste évident de précision, d'anticipation, de collaboration et d'avoir enfin un univers 3D dans lequel tout le monde peut travailler et qui soit juste. Voilà, pour moi, c'est le principal chose. Alors après, si on va plus dans le détail de chaque chose, donc le relevé 3D, par exemple, on sait que ici, il va y avoir une alarme et puis il va falloir qu'on découpe notre cloison. Voilà, ça, on le note pas forcément. On va aussi éviter de revenir 10 fois vérifier les choses dans une salle, et ça c'est un apport colossal, c'est immédiat. Une fois qu'on a le scan, on a la vraie vie, on peut regarder dedans et anticiper chaque détail. L'issue de secours, on va pas la masquer, on va arrêter des cloisons à ce niveau-là, on va faire le tour d'une moulure, on va se permettre d'étendre un décor au plus proche des murs sans toutefois les toucher. On va pouvoir contourner un balcon. En tout cas, en fait, finalement, pour la création et toutes les étapes en direction technique, c'est extraordinaire. Dès le départ, celui qui va être scénographe va travailler immédiatement dans un univers réel. Et ce sera beaucoup moins une vue de l'esprit. Parce que parfois, on perd énormément de temps en direction technique sur des choses qui sont complètement folles et qui, en fait, sont irréalistes. Et du coup, ça crée plein d'allers-retours qui sont immédiatement vérifiables quand on a une 3D qui est juste. Voilà, c'est tous ces apports qui ont fait que nous, en tant que directeur technique, on est allé dans ce produit tout de suite. Et aujourd'hui, on n'a presque plus aucun événement qui ne soit pas travaillé dans un univers scanné et avec un modèle. Parce que tellement on gagne de temps et tellement tout le monde gagne de temps que c'est complètement évident. Voilà. Ouais. J'ajoute qu'en termes de production, sur une direction de production, à partir du moment où le projet commence à être défini,
Les gros soucis, c'est l'optimisation des coûts de production et que les déplacements incessants sur des repérages, sur des allers-retours, sur des remesures ou des reprises de cotes font perdre un temps énorme en production. Vous n'ignorez pas que les délais sont de plus en plus courts pour rendre un projet et exploiter un projet, et que disposer d'un modèle 3D juste et viable permet de travailler déjà en mode, entre guillemets, virtuel, mais qui sera la réalité qui est livrée ou livrable in fine. Tout à fait. Et ça rejoint aussi cet élément de temporalité, où en fait on manque souvent de temps. On a tous vécu des visites de sites où on a du mal à la fois à être au four et au moulin, c'est-à-dire à vérifier que les infos qu'on a sont bonnes, et en même temps accompagner le projet, accompagner le client pour entendre ce qu'on doit faire et éventuellement donner des cadres, puisque ça fait partie de nos fonctions. Et devoir se démultiplier sur des sites sur lesquels on a une disponibilité ou un temps de disponibilité d'1 heure, de 2 heures, et quand c'est pas à l'étranger en fait. Ouais, bien sûr. Donc le temps, l'ergonomie, puis c'est super important, c'est de s'offrir ce temps en fait, de pouvoir travailler plus sereinement. les économies carbone, hein, n'en parlons pas. Ça me fait penser, Christophe, que j'avais rajouté un point qui était très très cher sur la maîtrise des risques en exploitation aussi, hein, pour tout ce qui est sûreté, pour le SDS, etc. Oui, effectivement, in fine, et l'anniversaire du Bataclan nous l'a remis en mémoire, mais dans le cadre d'une problématique de sûreté qui peut arriver et qui est demandée de plus en plus dans les productions, de pouvoir mettre à disposition la bonne connaissance d'un établissement, d'un lieu, d'un site, etc., vous permet de valider votre projet auprès des autorités en les rassurant sur le risque sûreté qu'ils ont, eux, à l'esprit en tant qu'autorité administrative. Et pour la petite histoire, les SDIS ont travaillé de leur côté des modèles et des protocoles d'exploitation de modèles 3D qui sont similaires à ce qui est fait, ce que j'ai pu voir en réalité sur l'événementiel. Donc les choses se recoupent et se recouvrent très, très facilement. Donc on a vraiment on est en plein dedans, quoi. Ouais, la nécessité de l'interopérabilité, de travailler tous en commun. Ce qui me permet d'avancer sur la partie 2, qui est la production, hein, les publics et la valorisation, donc les atouts pour l'exploitation et la médiation. Donc concernant la production et les publics, comment le jumeau numérique crée-t-il de la valeur ? Avez-vous des exemples concrets ? Visite virtuelle, repérage à distance, justement on en parlait, scénographie simulée, on en parlait, hein, ça recoupe très très vite la direction technique parce que forcément les deux travaillent main dans la main. Les gains pour l'un comme pour l'autre vont vite ensemble. Donc est-ce que vous auriez des exemples comme, je ne sais pas, tout ce qui va être accessibilité, médiation, production artistique, commercialisation, moi, j'ai 2 petits exemples très concrets, hein. J'ai scanné, ça c'était à demande d'une production, hein. J'ai scanné un site qui était en Espagne. Je l'ai scanné avec une visite 360. Donc, je n'ai pas fait du scan laser, mais on a été capable de sortir tout de même le nuage de points et d'établir un plan 2D qui était suffisamment fiable par rapport à leurs besoins. Donc, il fallait bien comprendre le besoin au départ pour dire, OK, cette technologie... Et en fait, cette technologie convient. Et ce qui était finalement important également pour eux, le fait que cet événement soit à l'étranger permettait, premièrement, de visiter le site, de faire visiter le site à beaucoup de gens et de travailler pendant ces 3, 4, 5 mois de préparation, de pouvoir se balader dans le site, de prendre des mesures quand même. Dans la visite 360, on peut commencer à prendre des mesures. Et de dire, OK, en fait, la logistique, voilà, on est débarqué ici, comment vous arrivez, quelle est la distance entre votre zone d'accueil, la soirée, et le machin. Donc là, on faisait la balade dans tout le site. Donc, qui que ce soit la partie technique et la partie logistique, la partie production, on était capable de voyager dans cette visite 360. Donc là, il y a une valeur tout de suite immédiate. Un peu comme les visites numériques qu'ont fait les centres des musées nationaux lors derniers projets. Je vous invite à lire le livre blanc du CMN, qui est très intéressant à ce sujet.
Est-ce que vous auriez d'autres exemples à nous citer? Enfin, j'imagine qu'il y en a pléthore, hein, mais... Oui, c'est vrai que pour la logistique, par exemple, et tout ce qui est signalétique, implantation signalétique, c'est du coup tout de suite, tiens, on met un panneau là, tiens, on met un panneau là, tiens, on en met un là, et ça sans se déplacer, c'est quand même génial, hein. Voilà. Et après, avec l'artistique, souvent dans la salle, il y a le point de vue du spectateur. Donc, ce qui est génial dans les modèles, c'est qu'on peut s'installer à la place du spectateur et voir ce qu'il va voir exactement, quel angle de vue, comment, où, est-ce que d'en haut des gradins, d'en bas, du milieu. Et ça, en fait, c'est quasi systématique sur chaque projet, hein. Ouais. On va voir le point de vue du spectateur, on va voir le point de vue de l'orateur face à la salle. Voilà, et ça permet de valider des scénographies plus ou moins audacieuses. Et différentes, voilà, avec une fonction collaborative où tout le monde regarde en même temps et on peut ajuster tout de suite. Et ça, c'est génial. Ouais, ce qui me permet de passer tout de suite sur la valorisation économique, justement, dont tu parlais. Je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Charles, juste une chose, effectivement, ce que tu disais, du point de vue de l'orateur, effectivement, ce qu'il va voir, du point de vue spectateur, ce qu'il va voir, et en fait, c'est là où le lien avec la technique est très rapide. Nous, à implanter un vidéoprojecteur, être sûr qu'il n'y ait pas dans le cône de projection d'obstacles ou n'importe quoi, en fait, comme quoi le même outil sert aux différents acteurs. C'est encore une fois... On en revient encore au fait que tout soit intrinsèquement lié dans ce milieu. Enfin, excuse-moi. Je t'en prie. La physique et le temps, hein, c'est toujours le même sujet. Du coup, la valorisation économique, on a parlé des deux en même temps, hein. L'un va pas sans l'autre. Je vous propose de passer à la section des cas d'usage avec tous ceux que vous nous avez ramenés. Et on verra la partie 3 qui est le bâtiment après, parce que j'ai une vidéo en fait, d'interview à vous projeter. Ce sera plus facile dans la dynamique de cette table ronde pour tout le monde. Donc, cas d'usage intérieur. Alors, un petit cas d'usage, ça c'est le théâtre du Vieux Colombier, qui avait des plans DWG mais qui n'étaient pas corrects. Donc on a cette problématique dont on parlait tout à l'heure en fait, entre les plans d'architecte et puis finalement la réalité passant, parce qu'il y a des années qui passent et puis des choses peuvent bouger par rapport à ces plans qui ne sont pas toujours mis à jour. Donc on est allé scanner ce site. Sincèrement, c'était quoi, 1 heure de scan. C'était donc autant pour vous dire que on ne parle pas de la prestation de 3 semaines, c'est très rapide. On a sorti des plans 2D, c'était qu'un souhait de vouloir des plans 2D. Et le théâtre maintenant utilise également le nuage de points via la plateforme que vous avez pu voir tout à l'heure, ce qui fait qu'en fait ils ont cette capacité à partager la 3D via le nuage de points directement avec les troupes qui vont arriver, parce que ce théâtre a quand même un problème, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Et puis il est bifrontal. Voilà. Donc, pour faciliter les choses. Donc, moralité, faire des repérages dans ce genre d'endroit est extrêmement complexe. Avec un plateau vide, c'est encore plus complexe. Donc, aujourd'hui, ils ont leur nuage de points qu'ils peuvent partager à souhait, et ils ont des plans, encore une fois, basés sur le tel que réel. Donc, on peut garantir le bon endroit de l'ensemble. Et ce qui est important, effectivement, ici à souligner, c'est qu'il n'y a pas, je sais qu'on y revient, il n'y a pas de petits ou de grands projets. Encore une fois, la technologie laser n'est pas réservée à des salles de jauge de 10 000 personnes forcément. Spoil ma prochaine question. Excuse-moi. Ok, cas d'usage, justement, Christophe, celui-ci. Donc là, on se trouve dans un projet qui était initié par une collectivité publique, une collectivité territoriale, qui souhaitait dans ce lieu organiser un spectacle immersif. Particularité de ce lieu, c'est un monument historique, c'est un ancien manège de cavalerie dont personne ne possédait de plan, sauf des plans retracés à la va-vite, un plan d'évacuation pompier, et la nécessité pour pouvoir ouvrir un appel d'offres à projet pour des scénographes, de disposer d'une numérisation 3D complète du site, tenant compte des particularités existantes, à savoir la forme du bâtiment. Les murs sont incurvés. Il y a plein d'objets qui sont en accroche aérienne, et une toiture, une charpente qui est inaccessible et classée.
Donc le choix très rapidement s'est posé de faire une numérisation 3D pour permettre aux candidats d'apporter une réponse et en parallèle de fournir aux services internes en charge de l'infra et des bâtiments et du patrimoine de disposer de plans à jour, cotés, précis et efficaces. Donc la question a été assez rapidement résolue en faisant appel à cette technologie pour pouvoir agir et rester dans les délais de production qui étaient impartis. Donc ça a été pratique, ça a permis. En plus, c'était de la vidéoprojection, le projet qui a été sélectionné. Je pense que c'est important de le souligner. Oui, le projet final était donc une visite immersive pour les spectateurs par projection à 360 sur toutes les surfaces du bâtiment, y compris la charpente étant utilisée comme élément de décor et mis en valeur dans le truc. Ce que l'on voit là à l'écran, on voit que la charpente est en fait une voûte inversée à la Philibert Delorme, qui a des particularités techniques d'être des éléments très rapprochés à 30 ou 40 cm. Donc faire un relevé manuel, c'était juste impossible. Et l'outil 3D a permis de restituer ça et de l'intégrer dans le projet artistique. Titre d'exemple, il y avait une déconstruction virtuelle de la charpente dans le rendu. C'était possible que de cette manière-là. Oui, il y a quelques photos sur Internet que je vous invite à regarder. C'est très joli comme résultat. Hop là. Charles ? Alors ici, c'est un exemple intéressant parce qu'il est sur 4 ou 5 ans presque. C'est le musée océanographique de Monaco. Et pareil, il s'agissait de faire une exposition semi-permanente, donc c'est-à-dire qui dure 6 mois. Et du coup, on y a été. On a fait le relevé de la salle. Et pour les 3 prochaines années, en tout cas les 3 années d'après, en fait, on n'y est jamais retourné. Et on a pu donc accompagner les scénographes pour créer le décor complet. On était capable de dire au site, eh ben, écoutez, voilà, ces chandeliers, il faut les bouger. Les dinosaures qui sont là, les squelettes, eh ben, il va falloir les remonter. Celui-là, on peut le garder, mais on a de la projection qui va passer parce que c'était un décor complètement immersif. Donc il y avait de la structure scénique, il y avait énormément de projections, il y avait les escaliers qui étaient cachés. En tout cas, bon, voilà, toute une construction où, à la fin, en fait, on arrivait avec les cloisons prédécoupées. On n'avait pas le droit de découper sur place parce que c'est un musée. Donc tout est arrivé en préfabriqué, c'est assemblé et c'est monté. Donc en termes de préparation, de méthodologie, ça a très bien fonctionné. Et ensuite, 2-3 ans après, le musée nous a rappelé et nous a dit, eh ben, écoutez, nous on en a besoin en fait pour tout ce qui est maintenance. Donc, en fait, le modèle a été amélioré pour les équipes de maintenance sur place et aussi pour qu'eux puissent être autonomes dans leur propre création, dans leurs propres mouvements et tout ça. Donc, là, du coup, on avait amélioré aussi les perches et tout ça. Donc, pour dire que, en fait, on n'est pas obligé d'acheter tout de suite. Un modèle peut vivre dans le temps. On peut commencer avec les infos dont on a besoin et puis ensuite les faire évoluer pour d'autres services. Voilà, au fur et à mesure du temps. Tout à fait. Je passe à la prochaine. Voilà, ça c'est un cas d'usage aussi, porte de Versailles. Donc là, qui nous a appelé, c'est les gens de Vivatech qui changent de hall. Et en gros, la problématique, c'est de faire concorder le sol et le plafond. Comme vous le savez, en fait, parfois... le plafond est plus important que le sol, hein, surtout dans les halls d'expo où en fait on est très dépendant des accroches et des positionnements en l'air. Donc là, l'attention elle était surtout de définir sur l'ensemble du hall. Donc on parle de grosses surfaces, donc de scanners, de gros assemblages de nuages de points, de retracés et tout ça. De définir, sans avoir à revenir en permanence vérifier, de savoir où est-ce qu'on peut accrocher, à quelle altitude, comment. Donc là, on a les détails à travers les poutres béton pour passer les élingues. On a toutes ces choses-là en fait, qui étaient demandées par le client pour que finalement,
dès l'étape de création, il y ait tout de suite les bonnes informations techniques pour l'utilisateur final. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'ils limitent énormément leur déplacement et ils travaillent dans la maquette. Et le scénographe travaille dans sa maquette. On l'a optimisé avec des calques identifiés pour que ça les rende pratiques. Le fichier est décomposé en différents étages, mais ça peut être assemblé tout dans la même référence géographique. En tout cas, voilà, tout va très vite pour l'utilisateur et c'est une réflexion commune à chaque fois qu'on travaille ces modèles. C'est en fait à quoi ça va servir et on essaye de répondre au mieux aux besoins et d'aller sur les niveaux de détail qui sont importants, en tout cas voilà, dans un premier temps. Après, ce modèle peut encore évoluer pour d'autres choses. Tout à fait. Donc là, bon, c'est une salle de spectacle, hein, c'est un petit peu pareil, mais là, c'est plus dans l'évocation de, bon, bah, on va monter un décor sur scène, on a les accroches, on a ces choses-là, on va avoir le point de vue du spectateur, le point de vue de l'orateur. Bon, voilà, c'est tous les avantages qu'on a là-dessus. Par rapport à la 3D, que tout le monde puisse travailler en même temps, hein, même le déco, le créateur. Voilà, ça permet de montrer au client à la fin, bah, tiens, tu auras tel rendu. Et bon, ça passe aussi par des étapes supplémentaires. Après, il y a des gens qui mettent des couleurs, des ombres, des choses comme ça. En tout cas, on peut faire en fait, on peut faire de la vente hein, dans l'étape de création, c'est-à-dire que les agences, elles se servent de ces fichiers pour promouvoir et rendre leur pitch et dire eh ben voilà, ça va être tel rendu, ça va claquer, ça va être beau, on ajoute de la fumée. Super. Voilà. Ouais. Non, allez, un petit dernier. Ah non, avant-dernier, je mens. Alors, le ça, Grand Palais. Alors, parfois, c'est un cas intéressant parce que parfois, il y a des bâtiments récents qui ont une architecture qui s'appelle une architecture Revit. Donc c'est un modèle 3D qui a été fait par des gens qui ont fait des travaux ou alors les architectes à l'origine du projet. Et parfois, en fait, ce modèle, on s'en sert, mais on ne sait pas exactement entre avant travaux, après travaux, quels ont été les aléas du chantier. Donc souvent quand on a un plan d'archi, en fait, c'est avant travaux. Donc en vrai, dans la vraie vie, après travaux, il y a toujours des petites cloisons, des trucs qui ont bougé, des machins comme ça. Et donc là, l'étape, donc ce plan, il a servi d'abord pour les JO, et ensuite, en fait, au fur et à mesure du temps, c'est un plan qui est amélioré, sur lequel depuis maintenant il y a les passerelles, il y a toutes ces choses-là. Et en fait, à partir du même nuage de points et à partir du fichier Revit, on peut tout de suite identifier ce qui est vrai et réel et ce qui l'est pas. Donc ce qui est à corriger. Et en fait, on n'a pas à reconstruire tout depuis le départ, tout de suite. Donc ceux qui ont la chance d'avoir un modèle Revit, et parfois même les utilisateurs de salle ne savent pas qu'ils ont un modèle Revit, ils peuvent appeler leur architecte qui a construit le bâtiment et le récupérer. Et en fait, nous, avec le nuage de points, on peut tout de suite voir en fait, ce qui est vrai et ce qui est à corriger dans les plans. Donc c'est génial et ça évite de dépenser des fortunes. On va tout de suite à l'essentiel et on vérifie la réalité avec le modèle. Voilà. Et on peut l'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc on n'est pas du tout obligé de tout faire d'un coup. Hein. Encore une fois. Ouais, on passe au dernier cas d'usage. Après, on parlera de bâtiment. Oui, ce cas d'usage, on l'a mis parce qu'on voulait dire qu'il n'y avait pas que le son, la lumière, la scénographie, tout ça. Il y a aussi les mappings vidéo et toutes ces choses-là qui peuvent être intéressantes. Et vous savez que parfois, il faut des différents points de vue, différents angles et tout ça pour la création. Donc, du coup, une maquette assez rapide permet de faire des spectacles extérieurs sur des façades, des choses comme ça. Oui, passons vite fait au cas d'usage extérieur. Parce qu'il y en a aussi beaucoup. Un cas d'usage extérieur, effectivement, là, c'est relevé laser statique d'une surface plus ou moins restreinte, on va dire, mais par contre qui sort un relief 3D extrêmement fiable. Hein. On est en dessous du centimètre en termes de fiabilité. Donc la première image en haut à gauche, c'est la captation par scanner laser. La deuxième, c'est le nuage de points.
La troisième, c'est un résultat méché du terrain. Donc là, on lui dit, OK, tu gardes un point tous les 10 cm, un point tous les 5, un point tous les 50 cm, c'est en fonction de son dont on a besoin, et on sort une triangulation du terrain. Et la dernière, la dernière petite image à droite, c'est le projet qui est implanté. Et ça, pour le coup, pour l'exploiter chaque année, on est passé de 4 jours de montage à moins de 2 jours de montage, parce que maintenant, en fait, quand on monte l'échafaudage, on sait exactement quel pied vient, quelle hauteur, et comme tout ça c'est géoréférencé et implanté au GPS, il n'y a pas d'erreur. Donc en fait, la marge d'erreur, elle est de 1 ou 2 cm, on va dire, ça se joue sur le pied vérin, Ouais, et pas besoin d'échanger les cales. pas on besoin verra de mettre vite. des cales outre mesure ou de pousser le pied vérin au-delà de sa zone de sécurité, tout se passe très très bien. Et la petite image effectivement que tu as en bas à gauche, c'est juste un relevé de nuage de points, et ça illustre un petit peu le géoréférencement en fait. C'est qu'il y a des points identifiés dans un nuage de points, des points qui sont immuables, hein, des regards, des bouches d'égout, et où on relève leurs coordonnées GPS, on intègre ça dans le nuage de points, ce qui fait que le nuage de points est géolocalisé, géoréférencé, donc vraiment dans sa position, dans un système de coordonnées bien précis. Et quand on implante tout ça sous AutoCAD, on est capable de mettre le plan AutoCAD dans une antenne GPS et d'aller sur site avec l'antenne GPS et de dire OK, c'est à tel endroit, tel endroit. Donc, quand on implante des sites sur des zones où on a du mal à prendre des repères, c'est un système d'implantation qui est extrêmement rapide et fiable. Carrément. Je me permets de passer là. T'as quelque chose à dire, Oui, après sur l'image de droite, ça illustre ce que dit Guillaume. C'est un terrain où il y a des pentes dans tous les sens, terrain historique et tout ça. Et aujourd'hui, 99% du boulot est fait en conception sur ordinateur, hein, grâce au relevé du terrain qui est fiable. Et du coup, tout ce qui passe pas sur l'ordi, ça passe pas dans la vraie vie. Et en gros, tout ce qu'on va aller monter, on sait que ça marche. Donc c'est pas mal. On sent les expériences passées. Voilà, ça c'est aussi pour dire sur les relevés extérieurs. Donc on peut être très simple, hein, toujours à partir du nuage de points. On peut tout de suite sortir des plans 2D avec des courbes de niveau. On a aujourd'hui des techniques où on est capable d'enlever les feuilles des arbres pour identifier les grosses branches, voir si un camion va pouvoir passer dans une allée, par exemple. Voilà, c'est toutes ces constructions qui sont intéressantes. Et voilà, sur les extérieurs, on a souvent des problèmes avec les feuillages, avec les densités, les choses comme ça. Et puis, on a rarement de plans fiables. Donc là, tous les troncs sont posés, les chemins, les relevés de niveau. En tout cas, encore une fois, facilement, on a de quoi travailler de façon efficace et sûre. Oui. J'ai 2-3 anecdotes, pas le temps de les raconter, avec des feuilles d'arbres qu'on aurait bien aimé pouvoir positionner dans les 3D aux Jeux Olympiques. Bien. Qui ont coûté très cher la feuille. Donc passons justement aux tarifs. Transition. Voilà. Donc, pardon, je suis désolée. Oh, écoutez, alors, donc c'est la question, combien ça coûte? Forcément, les budgets dépendent de quoi? Et surtout, est-ce que c'est réservé aux grandes salles ou pas? non, alors voilà, je crois qu'il y a toujours un petit peu une peur par rapport à ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que en premier, il y a le nuage de points. Donc le nuage de points, c'est venir, c'est du temps homme, hein, forcément, avec une machine qui coûte cher. On relève l'espace. Mais en finale, je veux dire, à partir de 1 500 € jusqu'à 2 500 €, on a un nuage de points. En tout cas, après, tout dépend de la surface. Ça, ce qu'on demande souvent, c'est pour identifier et pour chiffrer ça correctement, c'est en gros d'avoir un plan et quelques photos. Comme ça, on se rend compte un peu de ce qui se passe. Mais globalement, c'est l'étape numéro 1 qui coûte pas cher et qui peut déjà amener énormément d'informations. Comme on l'a vu. Ensuite, il y a l'application de ça dans un web player il peut y avoir les extractions des coupes 2D, 3D, vérification. Donc, une fois qu'on a ces informations, la vérification, par exemple,
la différence entre un modèle Reddit et le vrai, ben ça va coûter 1 000 euros. Voilà, tout ce qui étant un petit peu informatique, finalement, c'est pas très cher. Là où ça commence à devenir un petit peu plus cher, c'est quand on va commencer à devoir retracer des fichiers. Donc là, forcément, c'est du temps homme. Voilà, donc on peut avoir des projets à 2 000, 3 000 euros, et puis ça peut monter jusqu'à 15, 20 000 euros, selon la complexité des lieux. S'il faut tout retracer, on cherche à optimiser les modèles, parce que aussi ce qui est intéressant, c'est que ce soit des fichiers informatiques qui soient légers pour qu'ils soient manipulables en informatique. Donc il y a tout un travail, et puis l'application des textures, est-ce qu'il faut rajouter des textures de définition et tout ça. Donc tout est à tiroir selon quelle est la finalité finalement. Donc je dirais que l'étape numéro 1, c'est bien écouter le client et voir ce qu'il veut, et construire le projet par étapes en étant le plus efficace possible en termes d'optimisation des prix. Voilà, qui reste du temps homme, de l'investissement machine, et après c'est du travail informatique. Ouais, sachant que de tout ça, on peut vraiment dissocier le temps du nuage de points exploitable immédiatement de ce que deviendra ce nuage de points plus tard, en réfléchissant sur un investissement pluriannuel, ou même qu'on réfléchira dans le temps, parce que la base sera toujours la même, quoi qu'on en fasse derrière. À titre d'exemple, sur le manège royal de Saint-Germain-en-Laye, qui a été illustré tout à l'heure, le coût de la prestation pour la ville était de 5 à 6 000 euros, rendu exploitable par les scénographes. Ok, merci, c'est une très bonne indication. Ok, je vous propose de passer à la partie un peu moins glamour, le bâtiment. Parce que au-delà du spectacle, le jumeau numérique sert aussi à la gestion quotidienne du bâtiment. C'est pourquoi j'ai demandé à Fabrice Rodenburger de la région Grand Est d'intervenir pour nous expliquer simplement comment la GMAO, les registres de sécurité dématérialisés et le DOE en profitent également. Donc, je vous propose de l'écouter, qui saura en parler bien mieux que moi. Je suis désolée, c'est un peu long, mais j'ai pas pu le faire venir. Petite interview de 19 minutes 30, mais vraiment très intéressante. Donc, bonjour à tous. Donc, merci pour me donner l'occasion de présenter notre démarche au sein de la région Grand Est. Donc, je suis Fabrice Rodenburger. Alors, entre autres, je suis référent BIM. J'ai d'autres fonctions, mais je suis référent BIM à la région Grand Est au sein de la direction de l'immobilier et de la maîtrise d'ouvrage. Alors, si je vais plus loin, on est au sein d'un service performance énergétique et expertise patrimoniale. C'est-à-dire que nos missions portent principalement sur la partie gestion de patrimoine, c'est sur la connaissance de notre patrimoine. L'aspect sécurité, contrôle périodique, sécurité incendie ERP, mais également sur toute la stratégie de performance énergétique, efficacité énergétique, sur la partie rénovation, pilotage, le déploiement de panneaux photovoltaïques, par exemple la généralisation des LED également, de la régulation de nos puissances électriques. Voilà, on a un panel assez large en termes d'intervention. En fait, on est service support auprès des directions opérationnelles également. Et pour ma part, je suis basé à Châlons-en-Champagne. Alors, au cours de cette présentation, je vais vous montrer notre démarche jumeau numérique avec un focus sur une expérimentation qui a été menée pour le lycée Camille Claudel à Remiremont. C'est un lycée qui se situe dans les Vosges, que vous pouvez voir là sur le PowerPoint en maquette 3D. Donc la région construit progressivement un jumeau numérique à partir d'un outil SIG qui s'appelle Argus Pro, afin d'offrir pour les services, pour les décideurs, des tableaux de bord mêlés à une cartographie dynamique et interactive géoréférencée. L'outil va aussi bien intégrer nos données statiques, données de gestion de patrimoine, que j'explorerai tout à l'heure, mais aussi de l'open data, des données, par exemple LIDAR de l'IGN, mais également des données graphiques, orthophoto, plan 2D, maquette numérique 3D, mesh, donc issues de drones, mais en plus relié à de la donnée dynamique issue de nos capteurs IoT et GTB. L'ensemble, bien sûr, superposable grâce au géoréférencement. Alors, ce programme s'inscrit dans une démarche menée depuis 2019. Alors, on avait une gestion patrimoniale depuis longtemps, mais la partie BIM, on l'a structurée depuis 2019, avec une orientation donc, du BIM vers le jumeau numérique.
ce qu'on appelle Regio.BIM, c'est une marque que l'on a déposée. Et à ce titre, vous pouvez, et je vous encourage à scanner le QR code présent, il vous donnera accès directement à notre charte. Donc, on partage volontiers notre charte, on partage volontiers nos retours d'expérience, et c'est enrichissant également pour nous, parce qu'on apprend aussi beaucoup de choses d'autres partenaires. Et également, donc, Regio.Twin, qui est l'objectif donné, la finalité des maquettes numériques, des données graphiques, des données dynamiques, des données statiques, vers un jumeau numérique. En termes de contexte, c'est important, parce que ça va conditionner notre approche en matière de numérique. La région est assez étendue, on a un patrimoine assez étendu, à 95%, ce sont des lycées, aussi des bâtiments institutionnels, bien entendu, quelques écoles hors lycée. Donc on a un patrimoine de 5,3 millions de mètres carrés, qui représente 300 sites, 3000 bâtiments, 300 000 locaux. Alors, j'insiste sur ce chiffre, non pas pour dire on est plus beau, on est plus grand, on est plus fort, loin de là, simplement ça va conditionner notre approche en termes de data. Quand je parle de 300 000 locaux, notamment dans notre outil de gestion de patrimoine actuel, on a 5 à 6 données par local. Donc lorsqu'on multiplie 6 par 300 000, la donnée flambe largement. Donc il faut qu'on soit suffisamment sobre et performant dans les données à remonter. Et l'objectif de Regio.Twin, notre jumeau numérique, c'est de transformer cette gestion de patrimoine, je veux dire, statique, en un système connecté, prédictif, géoréférencé et interactif. En fait, c'est rassembler toutes les données au sein d'un outil unique, l'unicité de la donnée, et l'expérimentation opérationnelle qui a été mise en œuvre et qui fonctionne, c'est au lycée Camille Claudel de Remiremont. Là, sous cette photo, vous avez une photo mesh, c'est-à-dire une reconstitution d'image 3D à partir d'un drone. Et à côté, la maquette BIM insérée au sein du SIG, qui permet également de voir le lycée dans son contexte urbain et géographique. Alors, aujourd'hui, 90% de nos plans sont intégrés au sein de notre outil de gestion de patrimoine. Il s'appelle Estime. En fait, c'est l'outil Active 3D. Je ne sais pas si certains connaissent cet outil. Nous, on le nomme Estime. Donc, c'est une gestion centralisée des données patrimoniales. On y intègre du plan 2D, de la donnée, synchronisée avec ces plans, au niveau des locaux, et également une GED, dans lequel on retrouvera des documents réglementaires, des diagnostics, des DOE, utiles à notre gestion de patrimoine. Nous exploitons également des données dynamiques issues de GTB. Là, vous avez sur la photo un automate, des automates communicants de chaufferie. Mais également, nous avons des IoT, des objets connectés, pour les sons de température, sur le taux d'humidité, sur la consommation d'eau, les alertes en cas de fuite. Et tout ça, nous avons l'objectif de faire centraliser ça sur un outil unique. Vous avez également une image d'une maquette numérique 3D. En fait, le BIM, pour nous, c'est plutôt une orientation gestion, exploitation, maintenance. Pas tant sur la conception. Non pas que c'était intéressant, mais ce n'est pas notre finalité. C'est plus le travail du maître d'ouvrage dans sa conception, maître d'œuvre, dans sa conception. Mais en fait, on considère la maquette BIM comme une base de données portée par de la géométrie. En fait, on applique un simple tableau Excel appliqué avec un filtre et on va rechercher la donnée par filtre via une codification dans la maquette. Alors, notre ambition, là je vous ai fait un panel de quelques données graphiques différentes ou données dynamiques. Je n'ai pas mis les données statiques que vous voyez précédemment là sur Estime. Mais en fait, c'est faire converger l'ensemble. Là, par exemple, en haut, vous avez une numérisation d'un lycée. Alors, j'ai focalisé pas mal sur le lycée agricole de Rethel parce que c'est un lycée que je suis également sur une opération de construction de chaufferie-bois, réseau, mais aussi en exploitation derrière. Donc, en fait, je vais utiliser tous ces outils. Donc, en fait, on ne fait pas du numérique pour faire du numérique. C'est un outil d'aide, de compréhension et de communication et d'exploitation. Donc, vous avez donc une représentation numérique via nuage de points en haut à gauche, qui a été réalisée par l'entreprise Nota Bene 360. On utilise un outil qui s'appelle Attis Cloud, qui est très utile parce que ça nous permet de partager facilement des nuages de points qui sont souvent très lourds à utiliser. Et cette application Attis Cloud, je ne fais pas la pub, mais comme je partage mon expérience, je vous donne l'astuce. Ça permet de lire un nuage de points avec n'importe quel type d'ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur hyper puissant pour lire les nuages de points. Et c'est très intéressant pour l'exploitation. En haut à droite, vous avez le pendant 3D avec une approche modulaire. Si vous avez l'occasion de discuter plus tard ensemble, je vous expliquerai notre approche modulaire sur le BIM. C'est-à-dire qu'on y va pas à pas en fonction des besoins de modules de locaux.
En bas, vous avez une visite virtuelle. Donc, c'est un outil qui permet de cheminer dans le bâtiment, de repérer les points d'intérêt et d'y associer du DOE, du documentation technique ou autre, et un superviseur et aussi le mix 2D, 3D géoréférencé au sein d'une maquette. Voilà. C'est un panel, c'est pour vous dire quelque part, on a une information diffuse. L'idée, c'est de centraliser vers un hub numérique. Et la transition se fait bien puisque Regio.une s'appelle notre hub numérique. Et en l'occurrence, c'est bien ça. En fait, on se positionne vraiment comme un hub géoréférencé qui permet de créer un véritable hyperviseur en incluant toutes les données essentielles à la gestion de patrimoine. Là, pour illustrer, j'illustre les sondes de température qui sont géoréférencées dans chaque local. Sur le petit capture d'écran en milieu, là, vous avez les X, Y, Z de chaque sonde. Et ça permet de suite de voir où il y a un problème et de le géoréférencer. Sur la partie droite, je vais schématiser tout type de données qui peuvent aller, et c'est pas, on peut en ajouter, vers Regio.une, par exemple, je vous montrais des O3D, de l'open data, des données venant d'Engie, notamment sur leur système de supervision, de la donnée statique. En fait, on ne va pas se substituer aux outils métiers, par contre, on va prendre les données essentielles. Et à partir de ces données essentielles, on arrive à créer des simulations, notamment sur l'impact solaire, sur le vieillissement des toitures. Mais j'en viendrai un petit peu après. Donc là, j'ai schématisé rapidement, encore une fois, tout type de données qui peuvent être intégrées au sein de cet outil. En fait, on va unifier tout. Donc là, vous avez en bleu tout ce qui est données dynamiques, GTB, IoT. En violet, des outils prédictifs métiers. On a certains outils qui permettent d'évaluer le vieillissement de tel ou tel type de matériaux. On peut l'intégrer via API dans Regio.une. La donnée statique au centre et tout ce qui est données graphiques à droite. Les principales fonctionnalités, on va pouvoir, tout comme maquette 3D, on peut naviguer librement au sein du modèle, qu'il soit 2D, 3D, mesh ou nuage de points. Là, on peut créer, comme je disais tout à l'heure, des simulations. Là, on a créé, grâce aux données Open Data, à la maquette numérique 3D et au nuage de points, l'impact solaire sur toutes les fenêtres de l'établissement. C'est un petit programme qui a été fait en Python. C'est pas moi qui l'ai fait, on n'est pas seul à travailler. J'ai un collègue qui est data scientist qui nous a beaucoup accompagné dans la démarche. Mais simplement pour vous dire, avec quelques spécialistes, on peut arriver petit à petit, d'une façon modulaire, à avancer. Là, sur le côté gauche, on a une vision d'une caméra, par exemple, sur une caméra de surveillance sur les bâtiments. Alors ça, c'est interne à Covaragis. Voilà. Donc on a pas mal de fonctionnalités attendues, dont notamment des tableaux de bord interactifs qui permettent d'analyser une situation et détecter rapidement des anomalies. Les perspectives d'évolution de notre plateforme, donc là on s'est centralisé sur un lycée pour maximiser tout ce qu'on pouvait faire. On va étendre progressivement par flow sur une vingtaine de lycées, par tranche en tout cas. Et la solution sera progressivement enrichie via des modèles différents. Alors on peut aussi bien commencer, je vous ai monté du BIM, je vous ai monté du mesh, mais on peut aussi bien commencer avec du plan 2D. Ça suffit, voire uniquement du plan de masse. On n'a pas toutes nos maquettes numériques. On a 3000 bâtiments, on ne peut pas faire toutes les maquettes numériques 3D, c'est pas possible. Donc on va utiliser l'existant. Sur certains lycées, on n'aura que du plan de masse. On pourra comme géoréférencer, interroger, contextualiser. Mais on pourra enrichir petit à petit avec soit un mesh, soit un modèle 3D, soit du plan de niveau. Voilà, j'insiste beaucoup sur le côté progressif de la montée en puissance de l'outil. On n'est pas obligé d'investir, d'ailleurs on ne pourrait pas le faire, c'est clair, on ne pourrait pas investir dans toutes les maquettes numériques de tous les lycées en même temps, c'est pas possible. Par contre, on peut utiliser toutes les données disponibles pour avoir... On amène à une question assez ciblée tout de suite. Oui. Ce serait, quel serait le conseil que tu aurais à donner à un directeur technique de salle qui se dit pourquoi pas nous, afin de pouvoir commencer, parce que c'est vrai que tout de suite, l'idée d'avoir des besoins d'investissement énormes, c'est quelque chose qui fait peur, en fait. Donc, comme tu le dis si bien, on peut y aller step by step. C'est ça. Alors, là, dès l'instant où on peut géoréférencer nos plans, on est en mesure de pouvoir géoréférencer les capteurs communicants. On peut aussi bien... Alors nous, on a la chance d'avoir ArcGIS pour natif, donc on n'a pas cet investissement supplémentaire à faire. Par contre, il y a des outils open source qui peuvent être utilisés en termes que SIG.
Après, il y a la partie quand même qui n'est pas neutre de sécurité, de stockage des données. Hein. Mais je veux dire, avec des outils simples, on peut faire converger l'ensemble des datas disponibles. On pourrait aussi bien migrer avec des outils open source autres qu'Argis, par exemple. Nous, on a Argis, on essaie de l'exploiter. On ne l'exploitait pas au sein du service, au sein de la direction. C'était notre service géomatique qui s'occupait de ça. Et dans la mesure où nous, on développait du modèle 2D, du modèle 3D de la donnée dynamique, on s'est dit, mais attends, on peut contextualiser tout ça. Tout à fait. On peut centraliser l'ensemble pour pouvoir à terme faire de la simulation. Tout à fait. Et alors, sans parler d'IA, je pense qu'une fois qu'on aura l'ensemble de données, on pourra créer des modèles prédictifs. On a réussi, je crois que sur la dernière photo, voilà, le dernier slide, en fait, j'ai créé un petit modèle. Mais alors, c'est un modèle tout simple, de fonction du type de toiture, en fonction de la date de mise en œuvre, une prédiction de vieillissement. En pourcentage. Donc on peut faire des choses assez simples. En bas, vous avez l'état de notre patrimoine. Lorsqu'on zoome sur la carte, on a l'état de conservation des éléments macro des bâtiments. Donc on peut faire des choses assez simples progressivement. C'est ça vraiment intéressant. Oui, et chez vous, ça a été pensé pour des lycées, mais ça pourrait complètement marcher pour d'autres types de salles, telles que des théâtres, des salles de concert et des musées. Il suffit seulement de pouvoir contextualiser sa donnée et de savoir ce qu'on recherche afin de pouvoir tout y rationaliser, en fait. Enfin, bien entendu, ce sont ça des devient d'une ERP. simplicité d'utilisation derrière et de monitoring qui Voilà. ferait gagner du temps à tous, je pense, si ça pouvait être Exactement. Et transféré. encore une fois, on peut avoir des outils métiers assez poussés. Imaginons qu'un exploitant de bâtiment sous-traite l'exploitation et la supervision d'un lycée, d'un bâtiment, pas d'un lycée, d'un bâtiment, avec de la GTB, GTC. L'exploitant va avoir besoin d'éléments de pilotage, de commandes à distance. Le propriétaire ou l'exploitant, lui, aura besoin des éléments télémesure, donc quelque chose de beaucoup plus simple et synthétique. On peut imaginer, nous aussi également, d'avoir un hyperviseur encore plus synthétique que l'on mettrait à l'entrée des lycées pour montrer les consommations d'énergie. Voilà, en fait, c'est quelque chose pour des décideurs, avoir une vision globale du patrimoine. Oui, mais en plus, moi j'ai l'impression que ça pourrait être lié très facilement à toute la GED en fait de la production derrière, parce qu'un ERP type L, c'est fait pour même un musée, c'est fait pour accueillir des productions, et donc pouvoir relier tous les plannings, que ce soit de la maintenance jusqu'aux répétitions, en un seul recroisement d'informations qui aurait lieu grâce à ce type de procédé. Et même tout ce qui va être registre de sécurité dématérialisé par la suite, etc. Ça reste le jumeau numérique reste à mes yeux actuellement un moyen d'hyper connecter toutes ces données afin de ne plus en perdre et de pouvoir justement monitorer et construire les choses ensemble de tous les services qui puissent exister dans un ERP. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Oui, bien sûr. Bien sûr, et d'autant que le jumeau numérique n'a pas une seule définition. C'est un ensemble d'outils. On peut commencer des choses simples. Tout à l'heure, je montais la visite virtuelle. C'est quelque chose de très simple et on peut y associer la documentation. Tout à fait. Je peux montrer un exemple, je crois que je l'ai ouvert là. Hop, là, je vais mettre c'est quelque chose que j'exploite. Voilà, on a cette vision et on peut insérer la documentation Génial. à l'objet. Donc on a la liste de tous les points. C'est simple, il n'y a pas besoin. En fait, il y a quelque chose qui est important. Notre leitmotiv, c'est le numérique pour le plus grand monde. Oui. Étendu à tout utilisateur, que ce soit un outil utile. Et notamment, je pense, dans le monde du spectacle, où il y a des installations techniques assez poussées, vous voyez ce qu'on peut avoir quand même. Je veux dire, on peut zoomer à ce niveau-là. Alors, il y a une photo intéressante, mais derrière, on y associe les plans, les données techniques de l'outil. Oui, puis vous pouvez mettre la VGP, etc. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas très chères. Mais surtout, ce qui est génial avec cette présentation, en tout cas de mon côté, à donner à voir au public qu'on est aujourd'hui, c'est que vous avez 300, pas bâtiments, mais établissements. C'est énorme, en fait. Donc, l'idée de se dire que, en fait, ça crée des nouvelles procédures qui vont être handicapantes parce que trop lourdes, ça en prouve totalement l'inverse, en fait. Voilà, c'était pour moi... Vous présentiez la licorne de la gestion BIM absolue là-dessus. Oui, puis ça prend petit à petit. Je vais donner un exemple. Tout à l'heure, j'ai transmis à une collègue l'accès à Atis Cloud pour lire un nuage de points fait par Nota Bene 360. Et sur le coup, lorsque je lui ai parlé, elle n'était pas spécialement convaincue, mais elle a une opération où il faut qu'elle fasse des mesures de ses fenêtres. C'est tout bête. Vas-y. En fait, elle a un portefeuille lycée. Tout de suite, elle peut aller prendre des mesures directement sur l'outil grâce à ça. Donc, en fait, ça prend petit à petit.
et des usages viennent avec le retour d'expérience. Et quelque part, la chance que j'ai, c'est que j'ai autant une casquette numérique, un peu théorique, mais j'ai aussi une casquette terrain. Et j'utilise des outils, et je peux aussi également démontrer aux collègues l'intérêt qu'il y a derrière d'avoir une gestion centralisée, avoir des remontées d'informations. Et c'est vrai que notre patrimoine, quand même, se prête à une centralisation globale, parce qu'on a énormément de data diffuse, une profusion de data, hein, entre les compteurs d'eau, les sondes de température, les GTB, les éléments de photovoltaïque, et j'en passe, quoi, hein, ce ne serait que la donnée dynamique, avec différents superviseurs, métiers différents. En fait, on ne sait jamais auquel se connecter. Hein. Et là, pouvoir, via une API, centraliser l'information, et lorsqu'on a besoin d'une information plus complète, on va sur l'outil métier. Hein, voilà. Donc, c'est l'intérêt. Ouais. J'avais une question qui était la dernière en conclusion, hein. Pourquoi le jumeau numérique va-t-il devenir incontournable pour tous les lieux publics dans les années à venir? En termes de gain de temps, d'énergie, de rationalisation, Alors, c'est ça. Et puis, ça peut aussi révéler des bonnes pratiques aussi, et puis on peut anticiper les problèmes. Et on peut tous travailler ensemble aussi, toutes les C'est ça, directions. c'est ça. Surtout, moi, c'est le sentiment que ça me donne. Voilà. Nous, on a des problèmes c'est des problèmes, non, c'est des préoccupations en termes de température d'eau chaude sanitaire. Hein. Alors, c'est des choses qui remontent par les UTB. Parmi nos nombreuses données, si tout de suite on peut cibler, là, il y a un problème, une température qui est trop basse, on agit tout de suite. Hein. Et ça a un intérêt. Moi, je le vois au quotidien. On anticipe les problèmes. Enfin, en tout cas, on réagit plus vite. Alors, bien sûr, il faut que ça prenne le temps, mais en tout cas, c'est un outil très très intéressant quand il est pris progressivement. Il faut le faire d'une façon progressive, pas à pas. Voilà. Il n'y a pas de solution miracle, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que ça va te convenir. Voilà, j'espère que ça vous a convenu. Ça faisait beaucoup d'informations, mais je trouvais cette interview, malgré sa durée, un peu... Bonjour à tous. Là, je viens de me planter, voilà. Mais même au meilleur. Ouais, je voulais la revoir une 5e fois. Non, mais dans la continuité de ce qu'on a commencé à dire, c'est on voit à travers cette interview le champ des possibles pour le gestionnaire d'un bâtiment. C'est pas seulement le côté spectacle, mais c'est aussi tous les services généraux, le bâtiment, les remontées d'informations. On le voyait dans le cas du musée où en fait ils veulent aller mesurer leurs choses. Là, ça leur permet d'avoir les datas pour changer les fenêtres, tout ça. Et quelque part, si on en revient un petit peu aux intérêts même financiers des choses, ça permet de cerner mieux les appels d'offres qui sont faits pour faire la réfection de, je sais pas, tel mur et tout ça, plutôt que les fournisseurs chiffrent le cas le pire. Et ben là, rapidement, on peut être beaucoup plus précis dans les demandes et du coup avoir des chiffrages qui sont meilleurs. Et c'est souvent les problèmes. Donc tout ça, c'est des retours sur investissement qui sont immédiats en fait, qu'on ne perçoit pas comme ça parce que ça rentre pas sonnant trébuchant, mais en gain de temps et en chercher des informations et des exprimer. Pour les services généraux, c'est très intéressant. Et je me permets encore ce petit parallèle, que tu fasses un relevé de façade pour un mapping vidéo, ou que tu fasses un relevé de façade pour mesurer toutes les fenêtres, parce que toutes les fenêtres sont à changer, ce sont deux corps de métier différents qui vont utiliser la même donnée. Donc c'est là effectivement où l'interopérabilité de tout ce petit bazar est super intéressant. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des salles en responsabilité ici, donc j'espère que ça vous parle. La GMAO est un axe extrêmement important, mais tout ça, ça part d'une donnée commune, quoi, en fait. Ouais, le nuage de points, le jumeau numérique à l'origine de tout ça. Alors aussi, je rebondis un peu sur l'exemple qu'on a vu. À un moment donné, il montre qu'il y a de la documentation qui est associée aux images. Donc par exemple, on voit une armoire électrique et on voit qu'il y a de la documentation qui est lisible. Bon, imaginez une salle de spectacle sur laquelle il y a beaucoup de gens qui viennent et tous les jours il y a une production nouvelle et tout ça. Si elle a ce document à disposition, par exemple, en plus du nuage de points, on peut aller prendre ses cotes. En plus de la visite photo, sur chaque armoire électrique, il peut y avoir un tag. Et ce tag, il dit, il y a tant de prises P17, tant de sorties, telle information sur les réseaux disponibles, comment c'est architecturé, tout ça. Et en fait, mine de rien,
quand on est des productions techniques et qu'on va dans ce genre de salle et qu'il y a des documents qui sont bien référencés, architecturés, eh ben, c'est carrément une préférence. En tout cas, Mais même on a pour en les tout cas- visites obligatoires de sécurité, en fait. Si déjà, tu Ouais. as tous tes registres qui sont au même endroit, donc en dématérialisé, quand tu as ta visite obligatoire. Voilà. C'est Donc un gain de temps. pour l'exploitant, c'est un gain de temps parce que quelque part, il n'a pas à répondre 10 fois et à chercher dans son ordinateur les 10 documents qui sont tous en vrac. Parce qu'en fait, la moitié du temps, c'est ça, hein. C'est-à-dire que même sur les grosses salles, hein, on est assez surpris, hein. Ils ont des plans d'archi, c'est à moitié des plans d'archi, mais après, il y a des plans qui sont corrigés. Après, il y a voilà, et tout ça, à la fin, c'est faux. Euh, et il y a différentes étapes et tout ça. Tout n'est pas regroupé dans un document unique. Les plans électriques, c'est des PDF bizarres. En tout cas, bon, voilà, vous connaissez tout ça, hein. Là, dans ce document BIM, en fait, on peut aller à l'essentiel et dire, voilà, quelles sont les informations dont l'utilisateur a besoin et lui apporter avec un support visuel. Pour ceux qui travaillent à l'étranger et tout ça, en tout cas, quelque part, quand on voit les choses, c'est tellement plus parlant et il n'y a plus aucun quiproquo possible. Voilà, donc ça rejoint le spectacle et l'exploitant et l'exploitation, en fait. Ah bah, tout à fait. Et c'est pour ça que je m'étais permis de faire ce petit tableau récapitulatif entre les trois directions, les champs d'investissement, parce que bon, hein, il est toujours question d'argent, on va pas se mentir. Mais les plus-values aussi qu'ils ont en retiré, et chacun a retiré beaucoup de plus-values du même modèle et de la même façon de travailler. C'est pour ça que j'avais intitulé cette table ronde pour en faire quelque chose de systémique, pour qu'on puisse tous travailler ensemble à partir du même document, parce que maintenant c'est faisable et possible, et pour pas si cher et de manière pas si compliquée techniquement. C'est pour ça que je me permets de passer à la slide juste après, qui va être celle du tableau des contre, enfin des arguments contre et des réponses, et de vous demander, parmi les freins listés, lesquels est le plus difficile à surmonter et comment l'avez-vous géré? On en a parlé tout à l'heure. Merci déjà d'être resté parce que ça veut dire que le sujet quelque part vous intéresse effectivement. Et la première des problématiques, c'est la méconnaissance. C'est un sujet qu'on connaît parce qu'on en entend parler partout, parce qu'on en voit passer, parce qu'on a des plans 3D qui circulent, mais on n'y va pas forcément complètement. Donc on y va, mais on n'y va pas en fait. Et alors qu'il ne faut pas grand-chose pour y aller pour de vrai. En fait, c'est pas une étape énorme à passer. Donc c'est la connaissance du sujet, ou en tout cas oser s'intéresser et dire oui, alors moi je veux en fait passer à la fiabilité, puis j'ai envie de faire une petite démarche qui va être vertueuse pour la salle ou pour la production, même si c'est une production temporaire, hein, unique. Donc c'est juste la méconnaissance du sujet et oser s'y intéresser pour avancer. Vous allez voir que quand vous allez nous avoir en face de vous et qu'on va en parler, vous allez y aller. Et si vous êtes allé une fois, vous y reviendrez. Donc ça, c'était le premier aspect, oui. Et le deuxième aspect, c'est le frein du prix. Parfois, on se dit, mais en fait, c'est hyper cher. Dans quoi je me lance? Où est-ce que ça va m'amener? Quels sont les bénéfices? Et en fait, si on a essayé de vous le montrer, c'est que tout ça est très très progressif et que le premier niveau, en fait, qui est pas cher, c'est le nuage de points et le lecteur web. Qui apporte déjà tout un tas d'informations à énormément de gens. Et rien que ça, en fait, parfois les salles ont des difficultés à le mettre à disposition des clients, et puis ce sont surtout les productions qui l'achètent. Mais en fait, ça devrait être l'inverse. Voilà. Exactement, c'était le point que je voulais marquer aujourd'hui. Changer le paradigme, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à ajouter, ou le public a des questions vu le temps? Je me dis que... Plein de questions. Ah bon. Il faut faire des questions. Alors. Allez. On ferme pendant... Attention, il faut que ce soit enregistré. Un exemple. Pourquoi ferme-t-on un théâtre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois pour préparer un spectacle, alors qu'on pourrait tout faire en 3D?
Eh ben, ça, c'est une vraie question. Parce que dans le monde de l'événement, on a des moments de montage qui sont tellement réduits et des coûts qui sont tellement élevés qu'en fait, on optimise à leur près nos montages et on est sûr que tout ce qui est 99% de ce qui est préparé dans le jumeau numérique marche sur place. Il y a absolument pas photo. Alors après, il y a toujours la perception des choses, la création et tout ça, le feeling et tout ça. Mais bon, ça c'est un paramètre. Mais d'un point de vue strictement technique, il n'y a pas d'imprévu quand on travaille dans la 3D. Donc on gagne un temps dingue. Et aujourd'hui, en tout cas, vous le voyez, hein, toute la création lumière, elle est faite en numérique. La création sonore, elle est faite en numérique. En tout cas, pas la création, mais la diffusion, les études de diffusion sonore et tout ça, tout est informatisé. Du coup, avoir toute la préparation de son spectacle en avance et surtout la préparation technique informatisée, c'est aujourd'hui ce qu'on fait dans tous les événements. Oui, d'ailleurs, il y a un article que j'ai écrit en prélude de cette table ronde dans l'AS distribué aujourd'hui, qui parle plutôt de cette partie-là, justement, de création et de la partie technique spectacle qu'on connaît. Voilà, qui me servait à introduire aujourd'hui, où on est allé un peu plus loin, voire très loin avec toute la GMAO. J'ai vu que Maximilien avait une autre question. J'avais une petite question au niveau de la maintenance. À partir du moment où vous avez produit ce jumeau numérique, comment il se maintient dans le temps? Quelles sont vos recommandations? Est-ce qu'il y a un suivi par la suite? Est-ce qu'on propose de refaire un jumeau numérique tous les ans, tous les 5 ans? Enfin, voilà. Non. En fait, c'est vraiment un tiroir, c'est-à-dire qu'on peut dire que la coquille est à 95% faite. Si vous avez des travaux dans une zone, si vous avez une extension, si vous avez une révision, on peut tout à fait allonger. En fait, la captation, on reprend la captation, on ne reprend pas l'ensemble de la captation, on prend que la partie qui a bougé. Donc on poursuit. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose par étape, et c'est la même chose dans la modélisation. Donc c'est pour ça qu'on peut mettre en face de ce relevé, de ce jumeau numérique, on peut mettre le mot de démarche, parce qu'en fait on peut engager quelque chose aujourd'hui qui sera encore valable dans 5 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. On a une coquille qui peut être là, et même si le bâtiment évolue, on sait faire évoluer le projet. Je pense que Charles montrait tout à l'heure le Grand Palais, et qui a été fait en plusieurs étapes, parce que pas besoin de forcément de s'encaisser toute la charge du travail sur un dossier. Finalement, il est né par étapes. Et je pense qu'on peut l'enrichir progressivement si ça répond à votre question. En tout cas, il n'y a pas d'enjeu du tout pour reprendre un nuage de points 2 ans, 3 ans plus tard, et une modélisation pareille, en fait. Oui, bonjour. Je rejoins un peu la première question. Je viens de la 3D, et ça nous est plusieurs fois arrivé de faire de la scénographie 3D pour de la VR. Et du coup, ce type d'outil, quand il est implémenté en technique directement, ça pose la question de l'obsolescence des lieux physiques. Et comment après les shows vont se virtualiser directement et être accessibles en VR. Et du coup, comment on valorise les lieux physiques, comment on fait continuer le public à venir directement dedans. Là, j'ai l'impression qu'on parle de choses un petit peu différentes, parce qu'il y a quand on est spectateur physique et quand on est spectateur virtuel. Du coup, pour moi, c'est 2 expériences un petit peu différentes. L'expérience virtuelle, elle est l'extension de l'expérience physique. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Alors oui, le même support peut servir à la création et à aller plus loin dans l'expérience virtuelle. Et c'est vrai que quand on parle de 3D, même sous lunettes, il est arrivé, alors les technos évoluent, mais il est arrivé qu'on immerge des clients dans une vraie visite virtuelle. Voilà. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Et c'est quelque chose qui se développe. Donc, très bon point. Je pense quand même que c'est un concept scénographique, c'est-à-dire que la réalité réelle reste une émotion particulière. Donc, en fait, on a beau reconstituer des éléments en 3D, les capturer, faire la capture de la réalité, puisque c'est le schéma initial, c'est la capture de la réalité. C'est pour ça que c'est juste aussi.
la restitution de cette réalité. Typiquement, tu parlais des monuments nationaux. Aujourd'hui, ils ont cette démarche de scanner, d'archiver les monuments, et c'est valable pour anticiper d'éventuelles dégradations ou n'importe quoi. Donc en fait, et puis de valoriser ces modèles 3D, de faire visiter. Donc on parle plus finalement d'enrichir la réalité, parce qu'on va rendre le site accessible, parce qu'il y a des zones qui sont inaccessibles, que ce soit des grottes, que ce soit des accès qui ne sont pas ERP, qui ne sont pas réglementaires pour accueillir du public. Donc là, on va ouvrir des endroits qui ne sont pas accessibles au public. Après, l'expérience réelle, même si on a reconstitué Notre-Dame de Paris en 3D, on va avoir envie de la visiter en réel, en fait. Donc je pense que ça, c'est plus un phénomène personnel. L'un n'effacera pas l'autre, à mon sens. Une question? Le micro. Je pense que ce sera la dernière. Il est 59. J'avais une petite question pratico-pratique, mais c'est que moi j'avais questionné des prestataires sur la modélisation 3D de l'Opéra de Nantes, et du coup justement sur la vectorisation, c'est quelque chose qui était un peu nébuleux pour moi, de se dire quel est le travail humain. Est-ce que c'est vraiment aller chercher à la main, c'est de l'artisanat numérique? En fait, pour moi, comment ça se découle toute cette vectorisation? En fait, on peut vraiment voir ça comme quand on dessine au-dessus d'un calque, on claque un calque sur ce qu'on veut reproduire, et on retrace au stylo propre. C'est vraiment la même démarche, mais en 3D, c'est-à-dire qu'on va importer le nuage de points dans un logiciel, et on va aller petit bout par petit bout le modéliser. Donc il y a un travail à la fois d'analyse et ensuite vraiment de bête et méchant de retraçage. Mais pour l'instant, ouais, c'est encore du travail manuel et qui demande beaucoup de temps. En fait, c'est vraiment très chronophage, d'autant plus quand on va aller modéliser des structures complexes, quand on va aller modéliser aussi tout un tas d'éléments qui peuvent être un peu petits, qu'il va falloir aller vérifier. Par exemple, si on veut toutes les prises dans une salle, il va falloir vraiment aller regarder partout où elles sont, être sûr qu'on n'en a oublié aucune. Donc il y a aussi du contrôle qualité à faire en plusieurs temps. Donc ouais, à ce stade, c'est encore un travail manuel et très chronophage. À ce stade, parce que du coup l'intelligence artificielle rentrerait là-dedans ou pas? Alors, de ce que j'en connais, c'est encore balbutiant, parce que en fait déjà on se rend compte actuellement l'intelligence artificielle, ça commence à marcher très bien en 2D, en images, en vidéo et tout. Mais en 3D, avec en plus de ça un niveau d'abstraction qui est de dire oui, ça c'est un objet, mais c'est un objet aussi qui doit avoir des caractéristiques d'information. Ça doit être voilà, ça c'est une porte, ça c'est une fenêtre, ça c'est un mur. En fait, actuellement en tout cas, les IA sont pas encore capables de produire des choses vraiment digestes. En fait, ça reste très expérimental à ce stade, mais bien sûr, on voit la vitesse à laquelle ça évolue dans ce secteur-là. Ça peut venir presque d'un jour à l'autre, quoi. Et moi, je vais ajouter qu'en fait, on peut aussi avoir des modèles hybrides. Donc, il peut y avoir des parties retracées qui sont des parties avec la tension. Donc, plus on retrace et plus les modèles sont légers. Mais on peut très bien associer du mesh, donc c'est la triangulation 3D, dans un modèle hybride. Par exemple, les formes complexes, des statues, des trucs comme ça. Parfois, on peut avoir dans des coursives et tout. On va prendre un mesh qui est un polygone, en tout cas un assemblage de triangulation, et du coup le mettre dans notre modèle retracé. Voilà. Oui, ce qu'on voyait sur l'exemple de Monaco, les squelettes, c'était des mèches en fait qu'on avait intégrées dans une modélisation au propre qui avait été faite sous Revit. Et d'où ça soulève, votre question soulève le niveau de détail. Parce que le scan laser aura capté, en fait. Il aura capté tout ça. Il aura capté les rivets, il aura capté l'ensemble. Donc, en fait, d'où, au départ, bien définir un niveau de détail. Est-ce que c'est un volume, comme Fabrice intervenait, lui, c'est un volume de base qui l'intéresse, des fenêtres, et où nous, on peut aller jusqu'à, effectivement, tous les petits anneaux d'accroche, parce que c'est important pour une salle de spectacle de savoir où on peut se prendre. Donc, en fait, il faut donner ce niveau de détail. Pas tant pour le relevé laser, bien que pour le relevé laser, il faut tout de même préciser, parce que ça va forcément faire un cheminement. On va devoir aller sur le catwalk, on va devoir voir cette partie, mais surtout sur la modélisation, parce que là, c'est du temps passé, effectivement. Donc le niveau de détail est un élément important. Ok. Bien, j'avais fait d'autres slides, mais je crois que le temps a raison de nous. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions, que vous vous en posez encore plus qu'au début.
Ça me ferait plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée et des bons JTSE. Merci beaucoup. Merci. Et merci, Merci. à vous surtout.